il y a une troisième loi en thermodynamique et on va voir ici comment cette troisième loi est utilisée pour définir une échelle absolue d'entropie de substances, surtout pour des applications en thermochimie. Alors pour commencer, rappelons-nous un peu de la définition statistique de l'entropie. Vous vous rappelez que, par exemple, donné par cette formule, l'entropie est une mesure du degré de désordre parce que ça dépend de la distribution de Maxwell-Boltzmann. Ces quantités P, I, B ici sont des probabilités d'occupation du niveau moléculaire pour des molécules de gaz par exemple, ou bien même pour un solide. Dans ce cas-là, on devrait considérer un ensemble d'un très grand nombre de répliques du solide. Typiquement, en nombre, c'est quelque chose comme le nombre d'Avogadro là, pour pouvoir faire une statistique d'occupation des niveaux d'énergie de ce solide-là. Mais ça se fait. Et la définition statistique de l'entropie donnée ici se réfère à cette probabilité d'occuper tel niveau EI, etc., donné par la loi de Maxwell-Boltzmann. Et vous vous rappelez que plus cette distribution sur les niveaux d'énergie est étalée, plus ça correspond à un degré de désordre élevé. Par exemple, dans ce cas-ci, où l'on considère la distribution de molécules de gaz sur le spectre de niveau d'énergie électronique. Et dans cette situation, quand vous avez l'état fondamental et juste l'état fondamental, bien le niveau fondamental, plutôt qui est occupé par toutes les molécules, eh bien, ça correspond à la situation la plus ordonnée qui soit, et ça vient avec une entropie exactement égale à 0, puisque dans ce cas-là, toutes les probabilités, toutes les PI sont nulles. Donc, parmi cette somme, là, pratiquement, tout le monde, tous les I contribuent 0, sauf I égale à 0 correspondant à l'état fondamental, pour lequel cette probabilité est égale à 1. Alors c'est très bien, donc ça ce serait 1 dans ce cas-là, mais ça multiplié par que le facteur logarithme de PI ici et logarithme de 1 vaut 0 aussi. Donc ce qui fait que la somme totale sur tous les niveaux d'énergie donnerait pour ce cas-là un S qui est exactement égal à 0. Alors ça, c'est un peu l'idée qu'on va poursuivre au niveau de la compréhension de ce que dit la troisième loi. La troisième loi s'exprime sous 3 formes différentes, un peu comme la seconde loi. Vous vous rappelez que ça peut s'exprimer sous différentes formes là. Il y a en particulier la forme de Kelvin qui est très intriguant là. De même ici il y a par exemple cette forme donnée par le numéro 3 là. On ne peut pas atteindre la température zéro absolue par un nombre fini d'étapes et de même nature que l'énoncé de Kelvin de la deuxième loi. Mais l'énoncé de la troisième loi qui nous intéresse est le deuxième énoncé ici, qui dit que si une substance A est dans une forme cristalline parfaite, sans défaut, au zéro absolu, son entropie au zéro absolu devrait être nulle exactement. S
de la substance 1 à 0,20 est exactement égal à 0. Alors, ça vient du fait que, au zéro absolu, d'après la loi de Maxwell-Boltzmann, toutes les probabilités PI selon la relation de Maxwell-Boltzmann sont nulles pour tous les niveaux excités. Il n'y a que le niveau fondamental qui est occupé par toutes les molécules, hein, et donc P indice I, la probabilité d'occupation de ce niveau fondamental I égale à 0 vaut exactement 1. Mais avec des valeurs comme ça, des probabilités d'occupation de différents niveaux dans la distribution de Maxwell-Boltzmann au 0,20, n'est-ce pas que par précisément le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure, que l'entropie de la substance au 0,20 est exactement nulle, parce que ln de 1 est 0, fois 1, ça continue à être 0, et pour les autres niveaux, PI est égal à 0, donc ça ne contribue pas à la somme que voici. Alors, voilà pour l'explication mathématique de cet énoncé, et qui fait que c'est pas étonnant, hein, cette affirmation-là, mais ça demande que l'état fondamental, bien voilà, l'état fondamental est unique, c'est-à-dire le niveau fondamental que voici, bien avec un seul état. Ici, il y a plusieurs états donnant exactement la même énergie. Eh bien, dans ce cas-là, par exemple, si cet état fondamental et le niveau fondamental est G fois dégénéré, ce qui veut dire qu'il y a G réalisation, G états quantiques différents, donnant exactement ce niveau de plus basse énergie dans le spectre de niveau de tantôt, eh bien la probabilité d'occupation de ce niveau n'est pas égale à 1, mais c'est quelque chose comme ça. Ce qui implique que l'entropie au zéro absolu dans ce cas-là ne serait pas nulle. Et ça, c'est le sens un peu de ce que dit cette clause-là, que A doit être dans une forme cristalline parfaite au zéro absolu pour que S, l'entropie de la substance au zéro absolu, soit exactement zéro. Et dire que c'est dans une forme cristalline parfaite, et parfois on dit sans défaut, c'est en fait affirmer ceci là, que l'état fondamental est unique, tandis que si c'est non unique, eh bien, il y a une dégénérescence qui fait que cette distribution, au lieu d'être, au lieu de donner exactement une probabilité de 1 pour le niveau fondamental, c'est ceci insurgé parce qu'il y a G réalisation de ce niveau-là. Et on dit à ce moment-là, dans le langage phénoménologique, que la forme cristalline vient avec des défauts. Alors, il y a plusieurs exemples à cela. Le premier exemple est ceci. C'est le désordre dans du CO cristalline, du monoxyde de carbone cristallin. Normalement, ça doit venir avec des molécules ici, c'est CO, etc., dans une disposition régulière. Mais parfois il y a des défauts comme ça qui brisent la régularité de l'ordonnance des molécules dans le système, qui représente le type de désordre
au niveau de la disposition de ces dipôles. Et ces défauts-là sont dus au fait que ces dispositions-là ne changent pas l'énergie de l'état fondamental du cristal. Ça correspond donc à une dégénérescence de cet état fondamental-là. Et ça donne une certaine entropie résiduelle non nulle pour CO au zéro absolu. Le deuxième exemple classique est celui de H2O à l'état cristallin, à l'état solide. Eh bien, le désordre, cette fois-ci, vient des distributions possibles des situations correspondant à la disposition possible des 4 hydrogènes autour d'un oxygène donné. Alors, H2O a une structure cristalline cubique centrée avec ceci. Par exemple, vous avez au milieu de ce cube une molécule de H2O avec l'oxygène qui est là, et là, pour cette molécule de H2O dans cette image, les deux hydrogènes qui lui appartiennent sont ces deux-là en jaune ici, et ils sont reliés à l'oxygène par une liaison relativement courte, tandis que cet oxygène peut établir aussi une liaison appelée liaison hydrogène avec des hydrogènes appartenant à d'autres molécules de H2O l'entourant. Avec cette molécule, bon, on peut avoir une liaison longue, liaison hydrogène entre l'oxygène au centre ici et ce proton-là. On peut aussi avoir une liaison longue, une liaison hydrogène entre cet oxygène et cet hydrogène-là appartenant à cet oxygène. Et on peut pas avoir ici de liaison longue entre l'oxygène là avec cet hydrogène qui se trouve là, parce que précisément il n'y en a pas là, d'abord parce que ça c'est il y a déjà 2 hydrogènes autour. On peut avoir en tout toujours 4 hydrogènes autour d'un oxygène. Ça c'est l'oxygène au centre. Vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 disposés de cette façon, 2 plus proches et 2 plus loin, mais lesquels sont ceux qui sont les plus proches de l'oxygène, lesquels sont plus éloignés. Eh bien, c'est précisément ça qui représente le désordre positionnel qui donne lieu à cette entropie résiduelle, puisque cette situation-là, laquelle les 2 hydrogènes proches de cet oxygène sont cette fois-ci ces deux-là, donc le même, celui-là et le même que celui-là, mais celui-là n'est pas le même que celui-là, et les 2 hydrogènes éloignés de cet oxygène sont ces deux, le long de ces 2 axes joignant l'oxygène du centre avec ce coin-là et l'oxygène à l'autre coin. Donc c'est différent là. Et vous pouvez avoir aussi cette disposition où les 2 liaisons courtes sont ces deux-là, les 2 liaisons longues sont celles-là, ainsi de suite. Et toutes ces situations donnent exactement la même énergie pour le cristal. Ce qui veut dire que le niveau fondamental du système, ça vient avec plusieurs possibilités de réalisation, et ça fait que le cristal possède une entropie résiduelle non nulle qui est donnée par grand R ln de 3,5 au 0 Kelvin. Donc revenons à la 3e loi. Si A est dans une forme cristalline parfaite, son défaut au 0 absolu, son entropie à cette température serait 0. Mais dans le cas où cette forme cristalline
bien avec des défauts, comme montré ici, ou bien montré dans le cas du solide, c'est où j'ai discuté tout à l'heure, l'entropie zéro absolu. Pour ces cas-là, ne serait pas exactement zéro, mais ce serait une certaine valeur connue, une valeur finie, connue, comme par exemple pour H2O, c'est cette valeur-là. Une entropie résiduelle, elle est connue. Et à partir de cette connaissance de l'entropie au zéro absolu, qu'elle soit zéro, exactement nulle, ou bien une certaine valeur résiduelle due au défaut, peu importe, on peut toujours calculer à partir de là l'entropie de la substance à toute autre température en tenant compte du passage du système à travers différentes phases possibles. Et en utilisant le genre de formule que voici, que représente cette formule-là? Eh bien, elle représente le passage du système, la substance grand A ici, par différentes étapes avant d'arriver à son état final. Supposons que cet état final, l'état gazeux, une certaine température qui peut être par exemple la température pièce 298 Kelvin. Alors, dans ce cycle donné en exemple ici, la première étape est juste un chauffage. Normalement, c'est toujours ça, un chauffage du solide, disons Kelvin, à une certaine température des grand T, indice TR1, pour que transition de phase numéro 1, donc c'est une première température de transition de phase où le solide, cette substance va passer de cet état solide à une nouvelle phase qui est ici donnée comme exemple une phase liquide. Ça aurait pu être une autre phase solide. Il y a des substances qui peuvent avoir différentes formes allotropiques au niveau cristalline, n'est-ce pas? Alors, donc cette première étape là, c'est une étape de chauffage à pression constante, parce qu'on peut imaginer ça là, à pression constante, ce cycle-là, P égale 1 atmosphère, par exemple, bien un bar, puisque c'est généralement à un bar qu'on veut avoir l'entropie de la substance à cette température-là. Alors, donc c'est un chauffage à pression constante. Qui dit chauffage à pression constante d'un corps dit que dQ réversible c'est Cp dt et la variation d'entropie infinitésimale c'est dQ réversible sur T, donc Cp dt sur T. Et on doit intégrer ça sur la température, le chemin réversible de chauffage ici, donc de la température 0 Kelvin à cette première température de transition de phase. Ensuite, la seconde étape est un équilibre de phase entre la phase liquide ici et la phase solide. Et cet équilibre se produit à la température de transition de phase grand T TR1. Donc on a passage de l'état solide à l'état liquide de façon réversible. C'est un équilibre, n'est-ce pas, à cette température fixée là. Et comme c'est un processus, c'est une transition de phase 1, pression constante, la chaleur réversible est égale à la variation d'enthalpie pour passer de A solide à A liquide à la température grand T TR1 ici. En d'autres termes, c'est le delta H de transition de phase et ça c'est Q réversible. On va diviser ça par la température où se produit ce processus réversible isotherme. Donc ça fait Q réversible divisé par la température où ça se produit. Et ça fait delta H de transition de phase fois
divisé par la température. D'ailleurs, c'est expliqué ici. La transition de phase est un équilibre de phase à cette température-là et ici à la pression atmosphérique ou bien à 1 bar. Et ce delta H sur T de transition de phase, c'est Q réversible divisé par la température fixée où ce processus se produit. Et donc ça c'est le delta S pour cette étape-là. Ensuite, on doit amener le liquide ainsi formé de cette température de transition de phase TR1 à une nouvelle température de transition de phase grand TTR2 où on imagine que voilà, on va avoir ébullition du liquide, évaporation pour obtenir du gaz à cette température de transition de deuxième température de transition de phase d'abord. Et cette étape-là, encore une fois, est juste un chauffage à pression constante. Donc, la variation d'entropie est donnée par l'intégrale sur la température de Cp divisé par T, par le même raisonnement qu'on avait utilisé pour obtenir cette entropie de chauffage pour cette première étape de tantôt là. C'est le même type d'étape, sauf que cette fois-ci, c'est le chauffage du liquide de cette température grand TTR1 à la température grand TTR2. Avant d'avoir cette transition de phase réversible à la température grand TTR2, donc la variation d'entropie par le même raisonnement que celui que j'ai exposé tout à l'heure pour la première transition de phase, par que delta H de transition de phase ici pour la seconde transition de phase divisé par sa température de transition de phase, celle-là. Finalement, la dernière étape est du type chauffage à pression constante encore une fois, mais cette fois-ci c'est le chauffage du gaz de la température TTR2, la température T finale. Voilà. Alors, donc cette expression est basée sur le fait que l'entropie est une fonction d'état, donc sa variation d'un état à un autre, l'état initial étant l'état où l'on connaît la valeur de l'entropie de la substance, c'est l'entropie résiduelle au 0,20, et l'état final est l'état de la substance, dans l'état d'agrégation voulu, qui est ici le gaz, et à la température désignée, 320 par exemple, et 1 bar. Et donc le processus qui est le passage de cet état-là où l'on connaît l'entropie de la substance à cet état-là où l'on cherche l'entropie de la substance peut être représenté par ce chemin alternatif puisque l'entropie est une fonction d'état, n'est-ce pas? Donc même idée que le cycle de Hess. C'est au fond un cycle de Hess qu'on est en train de considérer là, mais pour l'entropie. Alors, l'entropie de la substance, ici grand A, ainsi calculée à partir de sa valeur au zéro absolu, en utilisant les différentes données thermodynamiques, les capacités calorifiques de la substance dans différentes phases, dans différentes gammes de température et des enthalpies de transition de phase à différentes températures de transition de phase est appelée entropie selon la troisième loi. Ça donne une échelle absolue de l'entropie des substances, voyez-vous, contrairement à l'échelle
relatif d'enthalpie que constituent les enthalpies de formation de substances, qui représentent l'enthalpie de la substance relative aux éléments. Tandis que là, c'est l'entropie absolue de la substance qu'on est en train de représenter ici, calculable à partir de sa valeur au zéro absolu, qui normalement est nul, et qui, dans les cas où la substance ne se cristallise pas parfaitement au zéro absolu, vient avec une valeur résiduelle non nulle, mais connue, donc à partir de laquelle on peut obtenir l'entropie de la substance à toute température et pression, en particulier à P égale 1 bar. Dans ce cas-là, on parle d'entropie absolue, d'entropie standard absolue de la substance là, à la température voulue. Alors, exemple, dans cette figure-là, vous avez à droite les courbes représentant la variation de l'entropie du benzène, c'est 616, de 0 Ken 20 jusqu'à à peu près 500 Ken 20 ici, et vous voyez que ça passe par les différentes phases. Ici, c'est le solide, c'est 616 à l'état solide, et son entropie varie de façon continue, là, en augmentant. C'est normal, plus la température augmente, plus il y a d'excitation thermique au sein du solide, et ça, plus le désordre augmente, n'est-ce pas? Et puis, il y a ce saut abrupt qui vient du changement de phase. Vous passez de l'état solide à l'état liquide, où le système devient plus désordonné, donc l'entropie du liquide est plus élevée que l'entropie du solide, et ce passage est abrupt parce que ça se produit à une température fixée qui est précisément la température de transition de phase. Solide liquide ici, cette portion représente la variation de l'entropie du liquide, c'est ça. C'est ce liquide, et puis ce saut abrupt représente l'entropie de transition de phase de la phase liquide à la phase vapeur gazeux. Encore une fois, vous voyez bien que c'est conforme à ce qu'on pensait, n'est-ce pas? L'état gazeux est plus désordonné que l'état liquide, donc son entropie est molaire ici est plus grand que celle de l'état liquide. Ensuite, la dernière branche, c'est la variation de l'entropie de C6H6 gazeux. Même chose pour même genre d'information pour N2, ça doit être la variation d'entropie accompagnant la vaporisation de N2 liquide, ça, d'accord? Ça doit être la variation d'entropie de l'état solide à l'état liquide à cette température qui doit être la température de fusion de N2, mais N2 peut être à l'état solide, peut avoir deux formes, et là, cette température correspond à une autre transition de phase, mais ça c'est entre deux phases solides, ça. Ce panneau en bas à gauche donne le même genre d'informations pour CL2, obtenu, je pense, à partir de l'intégration sur la capacité calorifique portée graphiquement ici pour le même système en fonction de la température, où l'on voit ces trois branches. Ça, c'est CP du CL2 à l'état solide, et là, cette température, c'est la température de fusion du CN2 solide. À cette température, la capacité calorifique passe par une discontinuité, ça monte abruptement comme ça, avant
de suivre cette portion bien plus constante que la capacité calorifique du solide. Et là, hein, à cette nouvelle température de transition de phase qui doit être la température d'ébullition de Cl2, Cp de Cn2 suivi une autre discontinuité pour descendre à cette valeur-là, après laquelle ça varie de façon encore une fois très douce, pratiquement constante ici. Alors, ça donne cette variation de par intégration et en tenant compte des delta H de transition de phase à différentes températures de transition de phase. Ça donne cette variation de l'entropie molaire de Cl2 en fonction de la température. Cette portion de courbe représente la variation de l'entropie de Cl2 solide avec la température, donc juste augmentation du degré de désordre du au chauffage, et vient ensuite ce saut abrupt qui correspond à la fusion de Cl2 et ce saut c'est delta S standard de fusion de Cl2 ça, hein, et comme dans le cas de C6H6, ensuite ça continue avec cette portion qui correspond au liquide et le saut ici correspond au delta S d'ébullition. Ça accompagne la vaporisation du Cl2 liquide pour donner de la vapeur qui est bien plus désordonnée, etc., etc., tout à fait comme dans le cas de C6H6 de tout à l'heure là. Alors cette entropie standard selon la troisième loi des substances se trouve tabulée dans des tables de données thermodynamiques comme ce tableau 2.6 tiré du livre de Atkins, 6e édition, version anglaise, à ma possession, et c'est de là où j'ai tiré ça, et cette colonne-là donne précisément cette entropie selon la troisième loi, entropie standard, S avec un 0 bar en haut, molaire, petit m ici indique que c'est molaire, pour différentes substances, ici c'est la famille de l'aluminium, hein, pour la famille d'argon, antimone, etc. Et ça vient avec plusieurs pages, je vous présente juste une page de ça ici. La même page que j'ai présentée auparavant pour delta H de formation des mêmes substances, ou bien la capacité molaire pour ces substances-là, toujours sous une barre là. Ça, c'est le tableau 2.5 pour les composés organiques tirés de ce livre de Atkins. Alors, dans ce tableau, c'est cette colonne-là qui donne la valeur de l'entropie absolue selon la troisième loi, entropie standard, toujours, des différents composés du carbone. En commençant ici avec le graphite qui est l'élément carbone, l'état standard du carbone, élément carbone, hein, pour lequel évidemment delta H de formation est égal à 0, précisément parce que ce delta H de formation-là, c'est la variation d'enthalpie pour la réaction de formation de la substance à partir de l'élément sous forme standard. Or, le graphite, c'est précisément cet élément-là. Voilà. Et donc, pareillement pour que cette colonne, mais on n'en est pas rendu là, mais c'est juste pour vous dire que les delta H de formation, c'est une échelle d'enthalpie, disons, relative. Ça représente l'enthalpie des substances relatifs aux éléments. C'est ça? Tandis que l'entropie que vous trouvez à cette colonne-là, c'est une entropie, c'est une donnée, oui, c'est une entropie absolue calculée à partir de la valeur supposée de l'entropie de la substance
au zéro absolu. Par exemple, pour le graphite, cette entropie vaut 5,740 joule 80-1 par mol devrait être obtenue à partir de sa valeur, la valeur de S du graphite au zéro absolu. Ça doit être exactement nul parce que le graphite au zéro absolu ne devrait pas présenter de défaut là pour donner une entropie résiduelle non nulle. Donc à partir de cette valeur et de la variation des capacités calorifiques, de la capacité calorifique du graphite de 0,20 à 298,20 par intégration, on a pu obtenir cette valeur-là, 5,740 joules 20-1 par mol pour le graphite. Pour le diamant, c'est 2,377. Pour le méthane, c'est 186,26. Ces valeurs dénotent aussi le degré d'ordre, des ordres relatifs dans différents composés, pour que le carbone soit sous forme graphite et diamant, et c'est très ordonné, donc les valeurs d'entropie sont faibles. Par contre, pour quelque chose comme CO2 gazeux, le gaz est bien plus désordonné qu'un solide tout d'abord, et en plus de ça, c'est quand même une molécule avec 3 noyaux, 3 atomes. Donc ça vient en tout CO2 à 4 types de mouvements vibrationnels appelés modes normaux de vibration, et chaque type de mouvement vibrationnel vient avec des niveaux vibrationnels qui peuvent accommoder des excitations au fur et à mesure que la température augmente, et qui peut, avec cet emmagasinage de la chaleur dans différents modes, ça représente un degré de désordre, une accumulation du degré du désordre bien plus grand dans la molécule. Pareillement pour le méthane, ça va la valeur de l'entropie selon la troisième loi pour le méthane est 186,26. Pour l'éthane qui est plus gros que le méthane, c'est 229,60. Encore une fois, cette différence de valeur peut être comprise en termes de variation du degré de désordre quand on passe d'une molécule plus petite à une plus grosse molécule, etc. Là, d'accord. Voilà. On aurait l'occasion d'approfondir des choses au niveau de la discussion du désordre relatif quand on passe d'un type de molécule à une autre dans des exercices ou bien dans des discussions que l'on va avoir l'occasion de faire plus tard. Pour l'heure, j'aimerais juste illustrer l'utilisation de ces données pour le calcul d'une entropie de réaction. Alors pour ce faire, je reprends la réaction classique pour nous, puisque ça a réapparu plusieurs fois. C'est la réaction d'hydrolyse du C2H4 gazeux par du H2O liquide pour donner de l'éthanol C2H5OH liquide. Donc le delta H à 298,20 avait été calculé à partir des delta H de formation, même dans les tableaux de tantôt là, et établi à cette valeur, moins 44,12 kJ. Alors cette fois-ci, on s'intéresse plutôt au delta S de réaction. Alors delta S de réaction est calculé comme delta H de réaction. Delta H de réaction utilise les delta H de formation des différentes substances, faute de mieux. Parce que pour l'enthalpie, on n'a pas une échelle absolue d'enthalpie qui puisse être établie de façon utile, voyez-vous, et non ambiguë, disons.
Et donc, on utilisait plutôt l'échelle d'enthalpie relative que constituent les enthalpies de formation. Vous savez comment ce delta H de réaction avait été calculé à partir des delta H de formation de différentes substances, côté produit, moins côté réactif. C'est le même type de calcul qu'on doit faire pour delta S de réaction. Donc, delta S de cette réaction, c'est l'entropie selon la troisième loi du produit pondéré par son coefficient stéchiométrique portant l'unité de mol. Et s'il y a plusieurs produits dans votre réaction, eh bien, pour chaque produit, c'est la même chose. C'est l'entropie selon la troisième loi, l'entropie molaire pour ce produit-là, cette espèce, cette molécule, fois le coefficient stéchiométrique en mol. On somme sur tous les produits, l'espèce produit. Ici, il n'y a qu'une seule espèce qui est du C2H5OH, donc l'entropie selon la troisième loi, tirée des tables, vaut 160,70 joules K20-1 par mol. Alors donc, c'est ça, multiplié par une mol de C2H5, moins entropie molaire du réactif C2H4 fois son coefficient stéchiométrique qui est 1 ici, mais ça fait une mol fois 219,56 joules K20-1 par mol, moins entropie molaire de H2O liquide, 69,91 joules K20-1 par mol, fois le coefficient stéchiométrique de H2O liquide ici, qui est de 1 mol. Alors le tout fait delta S de réaction égale à moins 128,77 joules K20-1. Déjà, on peut commencer une discussion sur la variation du degré de désordre que ça représente là. Pourquoi est-ce que c'est négatif? Eh bien, c'est parce que on passe du côté réactif d'une mole de gaz et une mole de liquide pour qu'arriver au côté produit à 0 mole de gaz plus une mole de liquide. Donc, le côté produit est plus ordonné que le côté réactif. Rien que ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que le delta S de cette réaction-là est négatif, puisque cette réaction, c'est une transformation d'état thermodynamique, n'est-ce pas? On passe d'un état initial plus désordonné, à un état final bien plus ordonné, n'est-ce pas? Donc, delta S de réaction est négatif. Maintenant, on peut aussi se poser la question à savoir, ça c'est quel delta S là? Eh ben, réponse, delta S réactionnel, ça appartient au système, ça. C'est le delta S du système. Peut-on avoir accès au delta S de l'environnement? Mais bien sûr, selon la définition de delta S de l'environnement, la réaction ici étant à température constante, 298 Kelvin, et à pression constante, donc delta S de l'environnement est égal à moins Q divisé par la température, puisque la température est constante, le processus de la transformation est isotherme, température constante. Moins Q divisé par cette température. Mais la chaleur, là, c'est la chaleur à pression constante. Donc, moins Q, ce n'est rien d'autre que moins delta H. Quel delta H? C'est ça, là. Le delta H est négatif. Moins delta H, c'est positif. Divisé par la température, donc c'est positif. Donc, par conséquent,
delta S de l'environnement ici est positif. Delta S du système est négatif parce que on a diminution réduction du degré de désordre quand la réaction se produit. Enfin, on passe d'une mode de gaz à 0 mode de gaz, que j'avais déjà expliqué tout à l'heure. Mais la réaction dégage de la chaleur dans le milieu extérieur. Donc, dans le milieu extérieur, le degré de désordre augmente. Puisque le milieu extérieur, l'environnement, gagne de la chaleur, prend cette chaleur est dissipée dans l'environnement. Et à cause de cette dissipation, il y a augmentation du degré de désordre dans l'environnement. Delta S de l'environnement est donc positif. Réaction exothermique, delta S de l'environnement est positif. Pour être plus précis, calculons delta S de l'environnement. Alors, c'est moins QP, qui est delta H ici, moins 44,12 10 à la 3 joules, divisé par T, qui est 298 Kelvin. Voilà, après tout calcul, j'ai obtenu plus 148,05 joules Kelvin moins 1. Vous voyez que delta S de l'environnement est positif, comme on venait de le prédire. Et de plus, il est plus grand en valeur absolue que delta S du système qui est négatif. Donc, ça va l'emporter sur le delta S du système pour donner un delta S total, delta S de l'univers qui est positif, indiquant que la réaction est spontanée dans ces conditions-là.